Mesdames et messieurs, distingués invités, très chers participants, bienvenue à cette deuxième journée d'Afrigui Hamham, Land Africas. Je salue tout particulièrement les personnes qui nous rejoignent ce matin. Soyez les bienvenus. Nous tenons aussi à remercier et à souligner le partenariat avec l'Association africaine de sciences politiques, dont la présence renforce aujourd'hui la portée scientifique et politique de nos travaux. Notre rassemblement s'inscrit sous un thème central et continu, 10+4, réflexion critique sur une décennie de production de savoir, de dialogue scientifique et d'expérimentation. Cet horizon nous invite aujourd'hui à conjuguer mémoire et prospective, mesurer les acquis, repérer les angles morts et imaginer collectivement des outils conceptuels et institutionnels pour l'avenir. Hier, nos échanges ont posé des jalons essentiels. Entre l'analyse des écosystèmes d'innovation et les propositions épistémiques visant à recomposer le faisceau des savoirs. Ces débats ont mis en lumière la nécessité d'articuler innovation technologique, enracinement épistémique, nécessité d'articuler aussi les responsabilités écologiques. Ils ont également posé la question décisive de qui produit le savoir et selon quelles normes. Ces fils rouges continueront de traverser nos discussions aujourd'hui. La matinée que nous ouvrons maintenant se déploie autour de thèmes complémentaires et tout aussi stratégiques, la régénération de la démocratie, la question de la souveraineté et les conditions de production, de circulation du savoir scientifique en Afrique, entre autres. Chacun de ces thèmes interroge à sa manière la capacité des sociétés africaines à formuler des réponses conceptuelles et pratiques, à instituer des communs et à préserver des marges de manœuvre pour l'action publique. Sans plus tarder, j'ai l'honneur d'ouvrir cette matinée avec un thème d'une portée fondamentale. Régénérer la démocratie, capacité, commun et care. Un thème qui replace la démocratie là où elle est trop rarement pensée, dans la capacité réelle des citoyens, dans la construction et la protection des communs et dans l'éthique du care, du soin, de l'attention à l'autre et au collectif. Régénérer la démocratie, c'est dépasser le cadre électoral, institutionnel, pour cautionner peut-être le quotidien du politique. Qui a réellement les moyens d'agir? Quels biens sont véritablement partagés? Comment la société prend-elle soin de ses membres, de ses ressources, de ses tensions et de ses vulnérabilités? C'est une invitation à repenser la démocratie comme un écosystème vivant et non comme un simple dispositif juridique. Une démocratie qui se manifeste dans la capacité d'un pays à protéger ses communs, à élargir les possibles, mais aussi et surtout à renforcer la dignité, à restaurer la confiance entre institutions et citoyens. Donc, il faut un lien du social, du soin collectif, des espaces partagés. Aujourd'hui, dans un contexte où les démocraties sont fragilisées, où les fractures sociales s'accentuent et où les attentes citoyennes se renouvellent, cette réflexion est donc d'une actualité brûlante en Afrique comme ailleurs. Pour ouvrir cette réflexion, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Nadine Machikou, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame Nadine Machikou est professeure agrégée de sciences politiques. Elle dirige le séminaire géopolitique de l'intégration en Afrique à l'ESIC de Yaoundé depuis 2012, spécialisée de la violence, des émotions politiques et de l'intégration africaine. Elle a formé des officiers de plus de 20 ans et a encadré de nombreux travaux de recherche. Ancienne directrice du Centre de recherche en droit international, elle est co-rédactrice en chef de la revue politique africaine et vice-présidente de l'Association africaine des sciences politiques et professeure invitée dans plusieurs universités en Afrique, Europe et Asie. Elle collabore également à des programmes scientifiques internationaux majeurs. Cher professeur, merci d'être parmi nous ce matin. Alors, Madame Machikou sera accompagnée par 3 distingués discutants dont les perspectives viendront enrichir et dialoguer avec son propos. Nous avons avec nous le professeur Firmin Mbala, qui est spécialiste des droits humains et du développement international. Avec plus de 20 ans d'expérience en Afrique de l'Ouest et centrale, il travaille sur les inégalités, les discriminations et les violences basées sur le genre en mêlant recherche, plaidoyer, gestion de programmes humanitaires. Il a renforcé les capacités d'acteurs variés et collaboré avec de nombreuses ONG et organisations internationales. Il est aussi politologue de formation. Nous avons aussi avec nous Monsieur Laurent Vidal, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement
Il est anthropologue, membre de l'URM System depuis près de 40 ans. Il travaille en Afrique, Niger, Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal sur les questions de santé ainsi que sur l'épistémologie des sciences sociales dans des contextes de développement. Ses travaux, objet d'une vingtaine d'ouvrages, dont 6 en nom propre et de 60 articles et plusieurs dizaines de chapitres d'ouvrages. Il a dirigé le Centre de sciences sociales de l'IRD à Abidjan au début des années 2000, puis le département de sciences sociales de l'IRD à son siège à Marseille. Il préside aussi le comité de pilotage du projet Global Africa et est le coordonnateur aussi scientifique du programme PASSAS. Il est en même temps le président du conseil scientifique de la Fondation Croix-Rouge française. Nous avons avec nous aussi Monsieur Mohamed Ba, qui est enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Dr Ba est enseignant-chercheur au département d'économie. Ses travaux de recherche portent sur l'économie du bien-être et la philosophie économique, avec comme thématique l'approche par les capacités et la justice sociale. Ils interviendront donc à la suite de son exposé pour ouvrir un échange critique, analytique et constructif autour des pistes qu'elle nous proposera. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir nos distingués discutants. Juste rappeler que la présentation se fera, je vais revenir sur les actes comme hier, pour le respect du temps de parole. Hier, nous avons eu beaucoup de problèmes liés au temps. Donc aujourd'hui, Madame Machikou, pour la présentation, ce sera juste 30 minutes. Et pour les discutants, vous avez 5 minutes. Merci beaucoup. Madame Machikou, à vous la parole. C'est fond. Juste. Bonjour à nous tous et merci infiniment de trouver intérêt à cette conversation. J'aurais préféré bien sûr apprêter une présentation à projeter, mais je voudrais proposer que ce soit vraiment sur le ton de la conversation. Donc que ce soit disais-je, sur le ton de la conversation à partir d'un certain nombre de points qui me semblent essentiels, au fond, pour réfléchir à ce que signifie habiter nos sociétés aujourd'hui. Je pense que peut-être la première précaution à laquelle je voudrais nous inviter dans cette conversation, c'est la question de la crise de l'initiative. La crise de l'initiative qui traverse nos sociétés, qui est aussi une crise du lien, essentiellement. Et au fond, cette crise de l'initiative est une crise autour de que veut dire habiter nos corps et habiter nos espaces. Et comment est-ce que cette crise de l'initiative dans la manière d'habiter nos corps et d'habiter nos espaces nous porte à un exercice de réflexivité qui est essentiel. Alors, je voudrais, en parlant du lien, parce qu'au fond, penser la régénération de la démocratie, c'est réfléchir à la question du lien. L'initiative, l'illusion, c'est d'abord, sans doute, l'initiative en ce qui concerne remembrer les réalités, les lieux, les territoires. Et ce remembrement, c'est aussi un remembrement épistémique. J'insisterai peut-être plus loin sur ce que je veux dire, en fait, à partir de cette considération-là. Donc, je vous donnerai une série de postures à partir desquelles, je pense, nous allons réfléchir à cette crise de l'initiative et comment est-ce que nous pouvons l'adresser. Je pense qu'il y a d'abord, dans cette idée de remembrer, bon, elle est classique dans les réflexions décoloniales, mais pas seulement. Bon, je renverrai ici à Mignolo, mais bien sûr, évidemment, à Ngugi.
remembrer, c'est tenir de façon chronotopique ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé hier et ce qui se passe demain. Donc il y a une articulation du temps, mais aussi de l'espace qui est essentielle. Et sans doute la crise de l'initiative est dans la difficulté à tenir bout à bout, en fait, ces temporalités différentes dans les manières d'habiter le monde et les manières d'être au monde. Donc, remembrer, c'est d'abord tenir le temps. C'est tenir le temps et tenir hier, aujourd'hui et demain. Et j'expliquerai en quoi il est essentiel de faire cet exercice de remembrement. Ensuite, je crois que la crise de l'initiative est dans la capacité à penser, le fait de réexister. Réexister parce qu'il me semble que la crise de l'initiative est liée à l'ampleur de la dévastation, l'ampleur de la dépossession des corps et des esprits aujourd'hui. Nos sociétés sont clairement aujourd'hui assiégées par la destruction de l'existence. Et cette destruction de l'existence, on peut la penser évidemment à la fois à travers la violence avec laquelle les corps sont investis, que ce soit investi par la question, l'idée du travail, la manière de travailler, le sens du travail, la question de la subsistance, les conditions dans lesquelles se met en place la subsistance. Et donc, réexister de ce point de vue, c'est repenser les conditions dans lesquelles nous reprenons la main aussi sur les conditions de notre propre subsistance. Remembrer, réexister, et d'une certaine manière, il y a quelque chose, le terme en anglais est beaucoup plus propice, en tout cas à ce que je voudrais vous dire, regrounding. Regrounding, comment réenraciner? Réenraciner parce que, au fond, à la fois l'enjeu de tenir de façon chronotopique diverses temporalités, l'enjeu de reprendre l'initiative sur nos existences doit aller de pair avec un enjeu de reprendre racine. Comment reprendre racine? Comment réenraciner? Que réenraciner? Et ce réenracinement doit être pensé à la fois dans un réenracinement à l'espace, comment se réenraciner sur nos terres, regrounding on the land, comment se réenraciner sur des lieux, sur des places, dans des communautés, sachant que globalement, cette saison, ce temps est aussi le temps où, au fond, on est dans le temps du déracinement. Et quand je parlerai, je pourrais revenir peut-être plus en avant sur l'enjeu de ce déracinement, qui est à la fois un déracinement historique. Je pourrais ici revenir à la crise du temps. Comment est-ce que je vais prendre le cas du temps colonial et la façon dont, par exemple, le temps colonial est devenu essentiel pour réfléchir, pour se projeter. Est-ce que, au fond, la place que nous donnons à ce passé est la place qu'il faut? Donc, quand nous parlerons des racines par rapport au passé, quelle est la juste place que nous donnerons à ce passé, en l'occurrence, par rapport à ce moment colonial? Donc, il faut remembrer, réexister, réenraciner. Et je pense que réenraciner, c'est aussi d'une certaine manière fonder ce qui me semble être de l'ordre de la guérison. La guérison, comment guérir? Il ne s'agit pas simplement de guérir les corps, de guérir les esprits. Je vous le dis rapidement, je n'aimerais pas beaucoup parler disons, de ma propre positionnalité, mais je suis camerounaise et nous sommes aujourd'hui, Camerounais, confrontés à une question qui est une question existentielle. La question de savoir comment est-ce que nous avons fait pour survivre à la violence, à la brutalité. Qu'est-ce que nous allons devenir, au fond? Et c'est une question qui va se retrouver, au fond, dans un grand nombre de pays. J'ai entendu hier certains dire, oui, au fond, la démocratie est morte en Afrique. Mais que la démocratie soit morte en Afrique, j'ai déjà eu un moment pour expliquer quels sont les termes de cette mort de la démocratie. La démocratie ne meurt pas, elle ne meurt pas d'elle-même. La démocratie ne meurt pas d'elle-même.
Et de sorte que pour penser la régénération de la démocratie, il faut penser la mort de la démocratie. Et je pense que la mort de la démocratie ne peut pas s'envisager sans les conditions historiques dans lesquelles les parcours démocratiques, les trajectoires démocratiques se sont déployés dans nos sociétés. Je reviendrai parce que je crois que dans cette conversation, effectivement, la régénération ne peut pas se faire sans un point, un exercice autour des conditions de mort de la démocratie dans nos espaces. J'ai d'entrée de jeu indiqué que je parlerai du lien, parce qu'au fond, je pense que la crise de l'initiative est aussi une crise du lien. C'est à la fois un lien pratique, un lien symbolique, c'est un lien au passé, c'est un lien à l'avenir, c'est un lien à l'autre, c'est un lien à soi-même. Et c'est la raison pour laquelle, d'une certaine façon, eh bien, pour penser la régénération de la démocratie, nous avons, et je ne suis pas la seule puisque c'était le thème de notre échange dans le cadre de l'école Jeunes Chercheurs, nous avons considéré que il y avait trois enjeux essentiels. Il y avait trois enjeux essentiels, la relationnalité qui doit être au cœur de la régénération démocratique pour qu'elle assure l'enjeu de, à la fois le réenracinement, le remembrement, mais aussi d'une certaine manière la refondation des existences. Eh bien, la régénération démocratique doit partir sur des piliers qui sont des piliers essentiels. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut considérer que, ou si vous voulez, de quoi est morte la démocratie? Je vais commencer par cela. De quoi est morte la démocratie pour que, ensemble, nous voyions qu'est-ce qui peut sauver la démocratie. Donc, d'abord, si on doit régénérer la démocratie, il faut faire le point sur les conditions de la mort de la démocratie sur la terre, les terres africaines. Et je voudrais insister sur le fait que dans cette conversation, au fond, l'Afrique parle au monde. L'Afrique parle au monde. Achille Mbembe parlait du devenir noir du monde, ou si vous voulez, de l'africanisation du destin du monde, au fond, en mettant en avant cet enjeu qui est essentiellement la généralisation, l'universalisation de la violence, de la brutalité, du déclassement. Et de ce point de vue, il y a quelque chose qui se passe en terre africaine qui doit faire réfléchir en réalité le monde. Et je pense que c'est du monde, enfin c'est de l'Afrique que se pense au fond le destin et l'avenir du monde. De quoi est morte la démocratie en Afrique? La démocratie est morte en Afrique de mort lente, mais aussi de mort brutale. D'abord, la mort lente de la démocratie s'est forgée essentiellement dans un parcours historique qui était ancré dans la perspective de la démocratie impérialiste. Je voudrais insister sur ce point autour de l'enjeu de l'enracinement. Et je parle ici essentiellement de la démocratie formelle et de la démocratie procédurale. J'aimerais que vous ayez à l'esprit deux pôles de la démocratie. La démocratie, ou si vous voulez, le corps mortel de la démocratie, c'est le corps de la démocratie institutionnelle, c'est le corps procédural de la démocratie. Je prends ici en écho la figure des deux corps du roi de Kantorowicz que vous connaissez. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons tenir les institutions? Les institutions ont un corps physique qui, d'une certaine manière, s'incarne dans des personnes. Par exemple, la personne du roi, le corps du roi, c'est le corps physique du roi qui peut mourir. Et en même temps, l'institution qu'est le roi, c'est un corps, disons, immortel qui survit à la mort du roi. Et donc, la question de l'essence démocratique, c'est l'articulation entre la démocratie en tant qu'un ensemble, si vous voulez, d'institutions qui, elles, peuvent mourir, et ensuite un esprit démocratique. Et c'est sur cet esprit-là que j'aimerais que nous nous concentrions. La démocratie est morte parce que les institutions démocratiques en terre africaine n'étaient ni enracinées, et je parle ici de la démocratie procédurale, la démocratie importée, cette même démocratie qui a été envisagée comme étant la démocratie, à la différence de la production démocratique et de la vitalité démocratique qu'il y a dans les sociétés africaines. Il y a un travail qui est en train d'être fait pour identifier les expressions vernaculaires et les expressions historiques de la démocratie en terre africaine. Avec, évidemment, un travail qui est un travail de
au fond de décolonisation, mais aussi de réhabilitation au fond des objets de la démocratie qui ont été minorisés, qui ont été minimisés, qui ont été infériorisés. Donc, la démocratie qui meurt, c'est la démocratie des institutions, c'est la démocratie des procédures, c'est la démocratie des élections. Cette démocratie qui s'est retrouvée progressivement dévitalisée, eh bien, elle l'a été. Pourquoi? Parce que le sort de cette démocratie est articulé à la nature et à l'historicité propre des États en Afrique. D'où viennent ces États? Bien sûr, ces États ont une histoire. Cette historicité est relativement récente et elle est fondée sur une histoire de brutalité et de violence. Cette histoire de brutalité et de violence s'est accompagnée avec une forme d'enracinement forcé d'institutions formelles, lisibles dans les constitutions et à partir desquelles, au fond, l'on pouvait toujours faire voir et faire croire. Beaucoup d'États peuvent faire voir et faire croire et le jugement sur la démocratie en terre africaine a été un jugement ancré, au fond, dans la vitalité de cette démocratie-là. Est-ce que les élections se tiennent bien? Est-ce que, d'abord, est-ce qu'il y a eu transition démocratique? La thèse transitologique, comme la thèse de la consolidologie, reposait sur l'idée que, eh bien, ces sociétés se sont articulées à une offre institutionnelle de la démocratie qui correspond à des standards. J'ai envie de dire que il y a déjà une violence dans le principe même de la mesure de la démocratie. Et cette mesure qu'on va retrouver dans des institutions telles que Freedom House, qui classait et d'une certaine manière effaçait la réalité, la vitalité, non pas de la vie de la démocratie, mais de la mort de la démocratie. Je vais vous donner un exemple précis. Lorsque, par exemple, la théorie de la consolidologie classe des États en analysant le fonctionnement du jeu démocratique à partir d'un chemin autour duquel, après un certain nombre d'élections, vous êtes considéré comme étant une démocratie consolidée. Et dans un ensemble de schémas, les États sont distribués autour de catégories. Par exemple, on a des non-democratic countries, on a des partially democratic countries et on a des democratic countries. Je voudrais dire que la question de la violence du classement, en réalité, permet au fond de réfléchir à la manière dont la démocratie a été dévitalisée par les classements. N'importe quel bon régime autoritaire pouvait toujours faire voir et faire croire qu'il était dans ce chemin de consolidation démocratique parce que il performait la démocratie. Et la performance démocratique de ce point de vue, c'est-à-dire la démocratie formelle, celle qui meurt au fond, cette démocratie consistait à faire des élections, avoir une opposition, à faire croire et à faire voir la démocratie. C'est cette démocratie qui est mise à mal. C'est cette démocratie qui veut que, au Bénin, alors même que nous avons célébré la possibilité d'un départ au pouvoir, dans la paix, tranquillement, sans histoire, qu'il y ait une tentative de coup d'État. Hypothèse de mort violente de la démocratie. Hypothèse de mort violente, comme on l'a observé au Niger. La démocratie peut mourir d'un coup d'arrêt brutal parce que quelques militaires ont tiré quelques coups de feu en l'air. Mais de quelle démocratie s'agit-il? Quelle est la démocratie qui meurt? Et je reviens ici à l'idée du corps mortel de la démocratie, qui est le corps de la démocratie qui est performé. Le corps de la démocratie qui est classé. Le corps de la démocratie qui est validé et le corps de la démocratie qui est reconnu et qui a des effets qui sont des effets extrêmement puissants dans le classement des États, entre ceux qui en sont et ceux qui n'en sont pas. Et donc, évidemment, je voudrais dire que on a des hypothèses où la démocratie peut mourir de manière tout à fait brutale. Cette mort brutale est signée par les coups d'État, et ces coups d'État s'accompagnent en général d'un effacement de l'ordre constitutionnel, de chartes de transition, d'une refondation de l'ordre politique, avec des nouveaux acteurs. Par exemple, hier, Célestin Monga nous disait l'Afrique a été insuffisamment investie comme un territoire puissant pour penser le politique. Vous avez un chef d'État qui fait un coup d'État. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que ça veut dire. Je sais que vous voyez de quel pays je parle.
Donc, vous avez des propositions qui sont absolument innovantes sur la manière de déconsolider la démocratie que vous ne trouverez pas ailleurs. Je peux prendre des exemples précis. Voilà, bon, on est un peu mal à l'aise avec un chef d'État. Qu'est-ce qu'on va faire de ce chef d'État? Les élites politiques, sachant que les transitions démocratiques sont le produit d'accords de déconsolidation entre le personnel politique au pouvoir. Le personnel politique, les élites vont s'organiser pour eh bien faire partie le président à travers ce que j'appelle un remaniement autoritaire. Donc, la richesse, au fond, des processus à travers lesquels la démocratie a été mise à mort dans les territoires. Évidemment, j'ai insisté sur la perspective de la mort brutale de la démocratie, mais j'aurais pu parler de la mort lente de la démocratie, qui est une mort articulée dans l'incapacité des institutions à garantir, par exemple, le principe d'égalité. La justice étant la principale de ces institutions. Évidemment, voilà, aujourd'hui, et on est tout à fait d'accord, la proposition démocratique est gravement mise à mal, mais elle est gravement mise à mal à cause de mon point de vue, ces trois enjeux, c'est-à-dire est-ce qu'elle est enracinée, est-ce que au fond elle garantit cette articulation entre le passé, le présent et le futur dans un schéma chronotopique, et au fond est-ce que la démocratie répond à la nécessité de tenir le lien, c'est-à-dire le lien à soi-même, à nos propres corps, notre capacité à posséder nos corps, ensuite notre rapport aux autres, la question du lien à l'autre, et enfin la question du lien au vivant, à ce qui nous entoure. Et j'en viens à la deuxième perspective, donc comment faire vivre la démocratie? Comment faire vivre la démocratie? Comment la régénérer? Comme je l'ai dit, bien sûr, la crise de l'initiative sur, au fond, ce que sont les démocraties et les sociétés politiques aujourd'hui est aussi fondamentalement une crise épistémique. Et je pense que c'est une crise de la doctrine, de notre capacité à penser une doctrine du lien. Bon, bien sûr, on peut revisiter les propositions de personnes comme Glissant sur toute la poétique du lien, mais comment repenser la relationnalité qui peut faire de la démocratie une proposition, une offre qui est une offre durable. Et je voudrais insister sur le fait que la mort de la démocratie tient aussi de sa soutenabilité. Est-ce que la proposition démocratique est soutenable? Est-ce qu'elle l'a été? En particulier dans sa capacité à garantir notre lien à nous-mêmes, notre capacité à posséder nos propres corps, notre relation aux autres, à nos communautés, et ensuite notre relation aux vivants. La démocratie telle qu'elle s'est manifestée ne permet pas de tenir. Et c'est pour cela que la régénération démocratique, c'est le deuxième point sur lequel je vais m'arrêter rapidement, et j'aurais dû prendre plus de temps pour vous en parler. Cette régénération ne peut se faire que dans la capacité à tenir trois piliers. Hier, nous avons il y a quelqu'un qui a évoqué la question, la pensée spirale, que j'ai trouvé cette image magnifique. Et c'est une image magnifique qui, de mon point de vue, ne permet pas de reconsidérer la manière dont les institutions, mais aussi le lien, reposent sur la capacité à tenir en même temps, de façon chronotopique, hier, aujourd'hui et demain. Et de ce point de vue, et dans les sociétés africaines, la capacité à tenir la place de ceux qui étaient hier, ceux qui sont aujourd'hui et ceux qui seront demain. La capacité à tenir bout à bout, hier, aujourd'hui et demain, et donc ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain, c'est un enjeu essentiel qui, de mon point de vue, peut fonder ces trois territoires essentiels à partir desquels on peut régénérer la démocratie. Le premier territoire est celui du soin. La démocratie meurt lorsque elle ne garantit pas le soin. Elle ne garantit pas le care. Qu'est-ce que c'est que le care? Le care, c'est un ensemble d'activités que nous conduisons dans le soutien de nos propres vies et de ce qui nous entoure. Les théories féministes du care, Tronto, Fisher, Gilligan, mettent clairement en avant l'idée que, au fond, nos capacités à subsister en tant qu'humains reposent sur un ensemble d'activités, lesquelles activités ont été historiquement dévalorisées, ont été délégitimées, ont été considérées comme étant des activités à ne pas mettre dans le compte du marché. Or, il est clair que, en particulier dans les sociétés où il y a une crise de la solidarité,
j'ai déjà eu l'occasion de dire que le poids de la solidarité dans des espaces où les États dysfonctionnent repose sur les individus, c'est-à-dire sur vous et moi et toute personne qui potentiellement a un peu plus que le voisin. Il est considéré comme le pourvoyeur, j'ai envie de dire, il devient un être providentiel. Et la charge de la providence, c'est-à-dire la charge de nourrir ses voisins, de se nourrir soi-même, de nourrir la communauté, a alimenté en fait une crise néopatrimoniale de l'État. Puisque la captation des ressources de l'État était aussi, d'une certaine manière, un mécanisme de redistribution. Donc, il faut réfléchir à des mécanismes de provision du soin dans nos sociétés qui sont soutenables, qui permettent que, à la fois, vous et moi, nous puissions, je dirais, subsister et que les institutions, la communauté puissent subsister. Et donc, la crise de l'initiative, c'est aussi la crise de la manière de repenser le soin. D'où vient le soin? Quels sont les moyens du soin? Nous avons eu une conversation hier sur la souveraineté économique. Comment nos États, nos sociétés peuvent se doter des moyens de garantir la subsistance? Et quand je parle de soin, je veux dire que une démocratie qui ne permet pas qu'on ait de l'eau à boire propre, que les enfants puissent survivre après 5 ans, que le taux de mortalité de 0 à 5 ans soit baissé, que les femmes ne meurent pas en couche, que l'alimentation soit garantie, ce n'est pas une démocratie. La question du soin est centrale. Deuxième élément, c'est les communs. Les communs parce que, au fond, la crise du soin, c'est une crise de l'en commun. C'est une crise de ce que nous protégeons et que nous garantissons en commun. Lorsque nous parlons, je parlais tout à l'heure de la question de la relation au territoire, de la relation au fond à l'espace, il s'agit aussi de la relation aux ressources et à la manière dont l'ensemble de ce qui est commun est systématiquement, sous l'ère capitalocène, anthropocène, systématiquement retiré de l'en commun pour être privatisé et donc soustrait du potentiel à être une source de fourniture de soins pour les sociétés. Donc nous devons adresser la question de la question du rétrécissement de l'espace des communs, la question de la destruction du commun, la question de la délégitimation du commun. C'est un élément essentiel. Nos États, quand je parle de nos États, je veux parler de ceux qui dirigent nos États, ont travaillé, ont œuvré à déposséder les sociétés de l'en commun. Pour les privatiser, on peut penser ici à toute la philosophie extractiviste et la manière dont, par exemple, dans un certain nombre de nos pays en Afrique centrale, le bois, les mines, le pétrole sont exploités en fait par les oligarchies au pouvoir, les familles au pouvoir. Troisième élément, c'est les capacités. Comment régénérer la démocratie? Comment régénérer la démocratie? Évidemment, on peut la prolonger par rapport à l'état dans lequel... Qu'est-ce que c'est que le citoyen démocratique? Dans quel état doit se trouver le sujet d'un espace démocratique? Il s'agit d'un sujet qui est d'abord c'est un sujet capable. Et la capacité ici doit se mesurer non pas dans une perspective juridique, mais elle doit se mesurer à partir d'un ensemble d'attributs. J'ai coutume de prendre un élément juridique qui est la doctrine de l'indivisibilité des droits. L'indivisibilité des droits nous dit les moyens de l'exercice de la liberté, les moyens de l'exercice du droit de vote, la liberté d'expression sont les droits civils, les droits sociaux et économiques. Si vous avez faim, si vous n'êtes pas, je dirais, protégé dans votre dignité, vous ne pouvez pas avoir une opinion. Il est difficile que vous forgez une opinion si vous n'avez pas droit à l'éducation. De ce point de vue, les capacités reposent à la fois sur, je dois m'arrêter bien sûr, madame me regarde. Donc les capacités, et donc si vous voulez, les 3 pôles dont j'ai parlé, le soin, les communs et les capacités sont la spirale de la régénération démocratique. La relationnalité qui permet à la démocratie d'être soutenable, de revivre. Elle est dans la capacité des sociétés à se donner du soin à elles-mêmes en tant que communauté, mais aussi à donner du soin aux individus à l'intérieur des communautés. Donc il s'agit d'identifier
et de respecter la dignité des individus et leur droit à la dignité en tant qu'individus à l'intérieur de communautés qui doivent aussi elles-mêmes vivre, être protégées et être garanties en tant que telles. Donc il s'agit de la subsistance non seulement des individus mais aussi des communautés. C'est aussi la question de l'en commun, comment rebâtir l'en commun, comment tenir à partir de l'en commun le soin, comment faire de l'en commun ou du commun la source de provision du soin pour les communautés. C'est des mécanismes de gouvernance de l'en commun qu'il faut repenser, qu'il faut resituer au plus près des territoires et des individus. Et enfin, c'est les capacités, parce que le citoyen démocratique est habité en fait par un ensemble d'habilités, un ensemble de capacités qui lui sont conférées, par exemple, par la communauté, mais aussi, bien sûr, par l'État. Je vais m'arrêter là. Évidemment, on pourra aller plus loin si vous le voulez bien. Merci. Merci beaucoup, Madame Nadine Machikou, pour cette intervention riche, claire et profondément stimulante. Donc, je pense que l'analyse sur la régénération de la démocratie à travers les capacités, les commons et les care ouvre de nombreuses pistes de réflexion et le débat aussi pour nos sociétés. Alors, pour prolonger cette réflexion et l'enrichir de perspectives complémentaires, j'ai le plaisir de donner la parole à nos distingués discutants, successivement professeur Laurent Vidal, monsieur Firmin Bala et ensuite monsieur Mohamed Ba. Vous disposez de 5 minutes pour vos interventions. La parole est à vous. Merci. Bonjour tout le monde. Merci Nadine pour cette discussion. Je préfère le terme discussion à conversation, mais bon. En tout cas, c'est cette ouverture à l'échange. Et je vais essayer de m'inscrire dans ces propositions. D'abord en rappelant un point que j'ai dit hier et qui me semble quand même la base de beaucoup de nos réflexions, c'est encore une fois ce contexte de remise en cause de la science, de la production de nos savoirs. On sait par qui et dans quel contexte politique, mais aussi peut-être historique. Et donc c'est la science comme production de connaissances, dispositifs de production de connaissances sur le fonctionnement de nos environnements, leur environnement à entendre au sens large, sociaux, politiques, technologiques, environnementaux, et tout ça par le biais encore une fois, de la mesure, du témoignage et de l'enquête. Je crois que c'est bon à rappeler. Pour pas je fais référence à une table ronde d'hier, ou pour pas être quand même dans de la déconstruction absolue de ce qu'est la science, sinon on se positionne hors de la science, qui est parfaitement légitime. Donc je pense qu'il faut réhabiliter ce devoir et ce droit de science avant de penser tout le reste, j'ai envie de dire, et avant de penser même l'état du vivant. Alors, vous voyez que c'est un peu à contre-courant de l'objectif de cette table ronde. Et pour ce faire, j'ai envie de mettre sur la table 2 idées. C'est pas des propositions, c'est même pas des suggestions, c'est deux idées. Alors d'abord, avant de les développer très rapidement, ces deux propositions, je pense qu'il est vraiment indispensable dans le contexte actuel, même si ça sort un peu du champ de cette table ronde, mais enfin en tout cas pas de ces 3 journées, de faire l'état des lieux de l'impact des menaces qui pèsent sur la science, sur notre propre activité. Parce que on a ça en arrière-fond, on a cette épée de Damoclès, mais enfin il y a quand même des conséquences très pratiques. Et une des conséquences très pratiques, et c'est le premier point que je vais évoquer, c'est la question des inégalités. Le mot est pas beaucoup prononcé, alors qu'à mon avis il est central et il est vraiment surplombant. Et je n'ai absolument rien contre ces concepts de capacité, de commun et de care, mais il est totalement surplombant. Bon. Moi, je travaille dans un pays, l'Afrique du Sud, qui est le pays, à la fois le premier pays de science, peut-être là en Afrique, au continent. Ces universités sont dans les classements, les meilleures universités, parce qu'encore une fois, en Afrique du Sud, on a des universités aussi historiquement désavantagées. Donc le paysage est complexe, sont parmi les meilleurs d'Afrique. C'est le premier pays industriel d'Afrique, et c'est le pays le plus inégalitaire, on va pas dire en Afrique, au monde. Voilà. Donc il y a
cette question des inégalités est massive. Et dans ce pays, ce sont des inégalités sociales qui recourent des inégalités raciales. Et on est dans un pays où on parle de noir et de blanc, hein, contrairement dans mon pays en France où on n'ose pas prononcer ces mots. Et pour parler de noir, on parle de black d'ailleurs, ce qui est assez significatif. Voilà, on est dans un pays où les choses sont mises sur la table parce qu'elles sont présentes. Et cette présence-là, ce sont les inégalités. Et donc, ma première proposition, pour pas être long, c'est vraiment pour plaider pour une forme de sociologisation, hein, donc remettre de la sociologie, de l'analyse sociologique ou de l'analyse anthropologique dans ce qui se joue pour documenter ces inégalités, pour travailler sur ces inégalités, parce que ces inégalités, effectivement, renvoient à des inégalités d'accès à l'éducation, y compris supérieure, d'accès aux soins, d'accès à la nourriture, donc tout ce que tu as expliqué, Nadine. Mais enfin, il y a quand même cette question des inégalités en arrière-fond. Ensuite, ces inégalités, elles se retrouvent aussi dans le rapport à l'espace global, notamment via les réseaux sociaux. Et donc, il y a des inégalités non pas uniquement dans l'expérience vivante de chacun, mais aussi dans les transformations politiques que vivent les régimes politiques. Ça a été évoqué. Et c'est notamment, et ça c'est quelque chose, je pense, qui a été totalement légitimement reproché à ce qu'on a pu appeler la politique africaine de la France, cette exception du deux poids et deux mesures. Bon, par un président, c'est pas forcément étonnant que par ailleurs porteur d'un en même temps. Mais là où ça pose problème, c'est que cette question de deux poids et deux mesures ne reste pas donc dans la lecture des transformations démocratiques, des coups d'État, etc. C'est à ça que je fais référence. Ne reste pas dans un cénacle, je dirais, de médias fermés, c'est totalement ouvert et c'est totalement connu de tous, donc ça pose là aussi de la question. Donc, il y a aussi une égalité non seulement, pas uniquement dans l'expérience vivante de chacun, mais aussi dans le dans le traitement de l'information et dans l'analyse politique. Et donc je pense qu'il est important de repenser ces questions d'inégalité à l'aune de la question démocratique. Je vais pas être long parce que Nadine t'a déjà dit beaucoup de choses sur les différents types de démocratie et le fait que celle qui est mortelle et par endroits en mort cérébrale, la démocratie institutionnelle, enfin je sais pas si c'est le terme que tu as exactement évoqué, avec cette mise en avant des élections, cette espèce de mythification des élections qui est utilisée à bon escient pour avoir par un certain nombre de régimes, pas uniquement en Afrique d'ailleurs, hein, partout, pour avoir une espèce de blanc-seing et de tampon démocratique sur la carte de visite du pays. Moi, ce qui m'intéresse juste pour conclure, c'est de réfléchir à cette tension et ce difficile équilibre entre les principes. Alors, il faut les mettre sur la table, hein. Il y a peut-être des élections, les questions d'égalité. Donc, on revient à la question de la réduction des inégalités. Et en même temps, leur adaptation, et c'est au cœur du projet, je pense notamment de Global Africa, leur adaptation à des contextes, alors on dira locaux, endogènes, émiques, sociaux, culturels. Et donc ça, pour le coup, c'est pour ça que je parlais de socialisation de tout ça, réanthropolisation, parce qu'au cours, on est au cœur du projet de ces disciplines, l'anthropologie et la sociologie. C'est en gros faire discuter le particulier et le général, le singulier et l'universel, par la prise en compte des postures locales ou endogènes. Voilà ce que j'ai à dire, mais peut-être qu'il me reste du temps, hein. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci, chère Nadine, pour cette réflexion extrêmement stimulante et pour ton courage, parce que à l'heure où on parle, ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur qu'on parle de la démocratie. On a l'impression que tout tombe à l'eau et personnellement, je suis extrêmement pessimiste, même si c'est un pessimiste, comme le disait un de mes profs, un pessimisme ouvert. Donc, les quelques questions et provocations que j'aurai à ton endroit vont largement traduire ce pessimisme-là. Il me semble qu'en matière de démocratie, alors qu'on paraissait avoir franchi un cap, on retourne peut-être dans
le cœur des ténèbres, littéralement. Et je crains que les initiatives, toutes courageuses qu'elles soient, ne tombent dans le piège de soins palliatifs. Donc, la première question que j'aurais, c'est par rapport aux soldats du développement. Est-ce que les concepts survivent au coup d'État? Alors, les soldats du développement, Development Soldier, c'est également frappant à quel point les figures anciennes reviennent sur la table. C'est de la littérature développementaliste des années 70. C'est Huntington, première version. Les transitologues ont essayé de l'adapter en parlant de Democratizing Soldier. Aujourd'hui, il n'en est même plus question. Les militaires qui prennent le pouvoir assument un tournant brutal et autoritaire et semblent, c'est ce qui est curieux, célébré par une partie de la population, ou en tout cas une partie du temps. Et donc, dans ce contexte de reconfiguration violente du politique, que pèsent les concepts de care et de commun. Et là, je me souviens, par exemple, d'intérêt à Bamako, quelques mois avant le dernier coup d'État. Dans un quartier populaire, il y avait une association de femmes qui gérait ce qu'on peut appeler un commun hydrique, c'est-à-dire une fontaine remarquable. C'était une expérience extraordinaire, mais tout d'un coup, le comité militaire, ou en tout cas le nouveau gouverneur, je ne sais plus trop, du coin, a dissous l'association. Et mis en place une association alternative. Donc, le commun a été d'une certaine manière détruit. Donc, ma question, c'est de savoir, est-ce que nos beaux concepts sont-ils des boucliers trop fragiles face aux baïonnettes et des militaires? Est-ce que nous ne devons pas d'abord construire une espèce de théorie politique du contre-pouvoir capable de résister à la brutalité, à la prédation autoritaire, avant de parler de régénération? Alors, la deuxième question, c'est tu reviens sur la distinction entre la démocratie comme culture et la démocratie comme procédure. Je pense que tu as raison de souligner les limites de la démocratie procédurale réduite aux élections. Mais est-ce qu'en voulant régénérer par la culture, on ne tombe pas dans un autre piège? Dans plusieurs pays, on célèbre les cercles communautaires comme étant des exemples de démocratie. Mais personnellement, et pour en faire partie, je n'ai jamais rien vu d'aussi sexiste et d'aussi antidémocratique. Après la mort de mon père, je suis devenu notable dans mon village et je fais partie de ces cercles-là. Et pour moi, encore une fois, c'est des termes, c'est vraiment l'antithèse de la démocratie. Pourtant, c'est célébré comme étant des espaces de consensus, des espaces qui sont capables justement de potentiel pour régénérer la démocratie. Et là, je voudrais m'arrêter aussi sur un exemple. Est-ce que l'enjeu à faire une distinction, est-ce que la distinction entre procédure et culture, il me reste 2 minutes, je vais entre procédure et culture, n'est-il pas trop figé? Est-ce qu'on ne peut pas, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de réfléchir en termes de culture procédurale? Je vois notamment dans les élections scolaires et ce type de dispositif, un potentiel immense qui peut être exploité. Je ne m'avancerai pas trop en disant que beaucoup de gens de ma génération, personne d'entre nous n'a appris la démocratie au sens de la pratique démocratique. On l'a apprise dans les livres, etc. Mais je veux dire que en termes d'élection, en termes de pratique électorale, il n'y a pas ces espaces d'apprentissage là. Donc ça, me semble-t-il, c'est peut-être alors, je passerai sur l'autre et puis je voudrais aussi te poser la question de savoir est-ce que les espaces numériques, TikTok, Instagram, Snapchat, les nouveaux communs numériques, ne sont-ils pas des espèces aussi de champs qu'il faut investir? Tu as évoqué des lieux et des non-lieux de réinvestissement démocratique. Il me semble qu'un des lieux les plus cruciaux aujourd'hui, c'est peut-être l'écran du smartphone et à partir desquels on peut
me semble-t-il, avoir plus de travail, en tout cas faire plus de travail. En le disant, je pense par exemple au Kenya où les féministes utilisent Instagram pour documenter les féminicides et organiser des espèces de sit-in virtuels. Du coup, la question c'est de savoir est-ce que des plateformes de délibération et d'action ne peuvent pas être est-ce que ces espaces numériques ne peuvent pas faire l'objet de plus d'investissements en matière de régénération démocratique. Et enfin, peut-être dernière question, tu évoques ce que tu appelles l'arc d'agentivité, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est un optimisme nécessaire ou est-ce que c'est un vœu pieux? Tu indiques que, si je t'ai bien compris, les trois notions forment un arc d'agentivité. Bon, moi, je veux bien y croire, mais je regarde par exemple les soucis écologiques, la côte sénégalaise rongée par l'érosion, les paysans burkinabés face à l'avancée du désert. Je crains qu'ils soient un peu démunis pour y faire face. Et c'est là qu'on réhabilite l'État. Il me semble que c'est de l'ordre de la puissance publique qui est capable vraiment de pouvoir activer ces leviers. Donc, il me semble que ton cadre est indispensable, mais j'ai l'impression qu'il lui faut descendre un petit peu plus dans l'arène. Il doit affronter les soldats qui confisquent les communs. Il doit investir les salles de classe et les réseaux sociaux pour y semer la culture démocratique par la pratique. Il doit partir des luttes concrètes de survie pour y ancrer les droits. Il doit regarder en face la violence du numérique et du climat. Merci beaucoup. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Merci. Vous pouvez passer le micro à Monsieur Ba. Merci beaucoup. Merci Nadine, c'est tout un plaisir de t'avoir écouté. Donc je vais y aller directement à l'essentiel. Tout à fait, quand vous avez parlé de la mort de la démocratie, ceci m'a fait penser automatiquement à ce qu'à un moment donné on a appelé la mort de l'économie en fait. Bon, je parle de ma posture d'économie ou de l'économie du bien-être, qui était la discipline en charge de la question de l'évaluation des états sociaux. Pourquoi on a parlé de la mort de l'économie du bien-être? Et c'est là que j'articule, parce qu'à un moment donné, et aujourd'hui c'est pas vraiment passé sous silence, c'est à un moment donné un théorème assez pessimiste a montré qu'il était impossible de passer des préférences individuelles aux préférences collectives sous certaines conditions. Donc finalement la question c'est la question du choix collectif. Il était impossible sous certaines conditions de faire passer, d'agréger les choix individuels en un choix collectif cohérent, respectant un minimum de règles. Et ce résultat a été non seulement un point d'inflexion de toute la réflexion économique sur comment on met en place des décisions économiques qui vont favoriser l'optimum social, qui vont favoriser le bien-être collectif. Et c'est sur la base de ces résultats assez pessimistes qu'une partie de l'économie hétérodoxe va se développer. En premier, l'approche par les capacités d'Amartya Sen, parce que la question, c'était la question si les conditions économiques de base qui sont retenues ne peuvent pas permettre d'avoir des choix collectifs cohérents. Il s'en trouve que même les indicateurs, les classements, l'espace d'évaluation où on définit ce que c'est qu'une vie bonne ne sont pas pertinentes. En premier, le revenu. Et c'est là vraiment que je veux mettre mon propos, et c'est là aussi que je vais peut-être participer à la réflexion que M. Vidal a posée sur la question des inégalités. Donc, le but justement de déplacer l'espace d'évaluation des vies, du revenu, à des capacités qui renvoient à des libertés réelles d'être et de faire ce qu'on valorise et qu'on a raison de valoriser, porte justement sur le fait que les inégalités, en les regardant uniquement sur le revenu ou bien la pauvreté, en essayant de les combattre uniquement sur la base du revenu, ce n'est pas suffisant. C'est la même chose que tous ces pays, à un moment donné, qui font la sanctification de la croissance et qui, justement, quand il y a des problèmes institutionnels, ce que disent
les soldats de la démocratie ou bien ceux qui font les coups d'État, à chaque fois qu'on les écoute, c'est qu'ils vont parler des besoins sociaux qui ne sont pas remplis, ils vont parler des libertés qui ne sont pas accomplies, ils vont parler en tout cas de tous les éléments qui permettent de mener une vie bonne, ou bien de tous les éléments, comme disait Judith Butler, qui permettent de mener une vie bonne dans un monde mauvais. Et c'est ça en réalité, en fait, peut-être le cœur même de la démocratie substantive, et c'est ça qui articule ces trois approches-là, l'approche par les capacités qui propose de déplacer la réflexion, l'espace d'évaluation de la justice sociale, de la politique économique, de la politique distributive, du revenu, de l'utilité, vers d'autres éléments que les communautés elles-mêmes vont définir. Parce que la question des capacités, c'est ça. Qu'est-ce qu'un peuple, qu'est-ce qu'une communauté valorise et qu'elle a raison de valoriser? C'est la première chose. Ensuite, l'autre aspect, l'autre articulation, ce sont les CARE, ce sont les capacités. Et les CARE du moins. Et là, il y a une dimension assez phallocrate de l'économie, je l'avoue. En je ne sais pas combien d'années d'économie, je pense qu'on a eu 2 prix Nobel, 3 du moins, femmes, parce que l'économie a été réfléchie, si on prend même ces indicateurs, l'économie féministe, qu'on qualifie aujourd'hui d'économie hétérologue, allez savoir pourquoi, c'est toujours réfléchi sur les activités qui sont majoritairement des activités effectuées par les hommes. Et la question du CARE, c'est une question, à un moment donné, qui repose la question de qu'est-ce qui compte vraiment dans la vie. Est-ce que toutes ces activités qui maintiennent la vie, est-ce que toutes ces activités qui participent à la génération, mais qui ne participent pas à la production, ne sont pas essentielles? Et même ces activités-là, qu'on appelle souvent, ou bien que Fabienne Bugère ou Tonto appellent les bullshit jobs. Autrement dit, tous ces travaux que généralement, ceux qui les font, ce sont des gens qui ne peuvent pas ne pas. Et que Covid nous a rappelé que c'est en réalité ces travaux-là qui sont essentiels, mais qui ne sont pas valorisés sur le marché du travail parce que justement, ils n'ont pas des activités qui participent à la productivité, qui participent à la production. Dernier élément, ce sont les communs. Les communs ont mis en évidence, et d'ailleurs, celle qui a eu le Nobel d'économie pour ça n'est pas économiste. Bon, elle n'est pas économiste, elle a eu le Nobel qui n'est pas un Nobel pour les économistes. Donc, elle est politiste et elle montre que l'un des paradigmes de l'économie, par exemple, qui est l'optimum de Pareto ou bien le marché, parce que les économistes, à un moment donné, ont toujours posé la question que les ressources communes, ce serait bien que le marché puisse s'en approprier, en fait. Et elle montre que les communautés ont une rationalité, contrairement à la rationalité, contrairement à l'homo economicus ou bien à l'ontologie économique, qui pense que les individus poursuivent leurs intérêts personnels, qu'il est possible avec les communs, en fait, que la communauté parvienne à des résultats qui sont supérieurs aux résultats qu'aurait pu obtenir le marché ou bien des individus qui poursuivent leurs intérêts personnels. Et je pense qu'il y a, en articulant ces éléments-là, il y a tout à fait, en tout cas, matière pour nos sociétés ou bien pour une économie qui serait propre à nos communautés, de la réinventer et justement que cette économie soit réenchâssée en fait dans le social et que voilà, ou bien même dans le politique, c'est pour le dire ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos très chers discutants. Donc, nous allons permettre au public d'intervenir avant de redonner la parole à Madame Machikou. 2 à 3 questions, maximum 1 minute. Je ne chercherai plus. Je peux réagir. Et je vais réagir avant? Parfait. C'est juste pour ne pas oublier. Tu peux. Ah, allez. Ok. Si vous me permettez, je vais réagir et je vais commencer par les économistes. Je vais commencer par les économistes parce que, en fait, ça fait longtemps que nous discutons. Alors, bien sûr, j'entends ça et j'entends d'autant que et je pense que cette question, elle est fondamentale. Quand je parle de crise de l'initiative, c'est une crise de la pensée. La doctrine économique, aujourd'hui, et je m'appuie sur la politiste qui a eu le prix Nobel sur vos objets, d'accord? Donc, il faut que vous nous écoutiez un peu quand même. L'hétérodoxie économique en Afrique, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Les économicités, la question de la valeur, la question de l'utilité, elle ne peut pas être pensée à partir de la doctrine économique classique.
je suis atterré. Je veux faire partie du cercle des économistes atterrés. Je suis atterré par le fait que c'est cette économie-là qui est enseignée. C'est cette conception de la valeur qui est enseignée à nos étudiants. C'est cette conception de la valeur et de l'utilité qui est répétée par les économistes. Et c'est cette économie qui est reconnue. C'est cette économie qui est célébrée. Si vous voulez envisager un jour d'avoir un prix Nobel d'économie en Afrique, je sais pas. Et je dis ça, je suis très sérieuse. C'est essentiellement sur des objets comme ceux-ci que les économistes, pour moi, c'est une imposture de ma part de me mêler de ça, mais je pense que l'économie est trop sérieuse pour être laissée entre les mains des économistes. Je le dis depuis trop longtemps et je vais continuer de le dire jusqu'à ma mort. On ne peut pas laisser l'économie aux économistes, mais parce que la seule possibilité pour que les économicités, la réalité, la matière économique et la réalité de l'économie dans nos sociétés, que ce soit vu et entendu, il faut que les voix hétérodoxes soient respectées. Et je trouve que, malheureusement, il faut décoloniser l'économie. Il n'y a personne pour le faire, ou il y a très peu de gens qui veulent le faire. Puisque chacun joue, enfin la plupart des économistes, jouent en fait à la respectabilité doctrinale dans les lieux célébrés de l'économie. Et de ce point de vue, pour jouer à la respectabilité, être reconnu, il faut écrire dans ces mots. Et par rapport à cette conception de l'économie qui ne cadre pas. Je vais vous donner un exemple. Et franchement, la question de l'échange social. Hier, nous avons discuté dans un panel de être pauvre en Afrique, ce n'est pas ne pas avoir d'argent, c'est ne pas avoir les gens. L'orphelinat social, le fait d'être un pauvre, c'est le fait de ne pas avoir quelqu'un. Ça veut dire que la richesse, la question de la richesse, la question c'est où se trouve la richesse et où se trouve la valeur. Je pourrais revenir ici aux philosophies Ubuntu qu'on retrouve dans beaucoup de nos sociétés. La valeur est dans les gens. Worth in people. La valeur est dans le fait d'avoir les gens. La valeur est dans le fait de pouvoir compter les gens et d'être entouré par les gens. Et ce sont ces gens qui permettent d'adresser la crise du soin que les États n'arrivent pas à adresser. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je pense que je vais prendre rapidement, je vais sortir par là. Je suis contente que Laurent, tu aies dit qu'il faut réanthropologiser cette conversation. Je m'intéresse à la question, la politique de la compassion et la manière dont il y a des catégories. Par exemple, il y a des groupes sociaux qui sont perçus comme étant particulièrement en souffrance et dont nous devons absolument nous occuper. Exemple, les populations autochtones, les pygmées. Avec un groupe d'anthropologues, nous avons travaillé sur le périmètre vernaculaire de la souffrance et du bonheur chez les pygmées. Et c'est très amusant de voir que il y a dans leur philosophie, en fait, dans leur expérience quotidienne, il y a 5 mots pour parler du bonheur. Et ces 5 mots, je ne peux pas les répéter ici, mais je vous invite vraiment à vous intéresser à ces savoirs endogènes et à ces populations qui ont des choses extraordinaires à nous dire. Le bonheur, c'est 5 choses. Et il définissait le bonheur comme le fait d'avoir le miel, le fait qu'ils puissent avoir de la nourriture, qu'ils aient des éléphants. Et il y avait 5 mots, en gros, par lesquels il caractérisait ce qui était utile à une communauté, ce qui permettait de garantir la joie et le bonheur dans la communauté. Et si on redescendait, on appliquait en fait ces réflexions-là à nos sociétés pour demander exactement qu'est-ce qui garantit le bien-être, la subsistance et le bonheur dans nos sociétés. Vous serez étonnés. Si vous serez étonnés, allez dans les villages, demandez aux gens de vous dire 5 choses à partir desquelles ils sont heureux. 5 choses qui les rendent heureux et vous serez étonnés. Et je pense que nous devons réapprendre de ces... Donc moi je suis ravi de ce que nous puissions parler, nous les économistes, nous et les économistes. Il faut qu'on pousse plus loin cette conversation, sérieusement. Merci beaucoup pour tes commentaires. Firmin, bien sûr, oui, je ne peux que... merci, je ne peux que, disons, accepter le point que tu fais, qui est
celui de la question du démantèlement de l'en commun. C'est au fond dans cela que se joue le fait que des militaires puissent tirer des coups de feu en l'air et se saisir du pouvoir sans se demander qu'est-ce que nous sommes en train de faire, si ce n'est l'immédiat de la captation des ressources de pouvoir et leur contrôle. Très concrètement, je pense que dans nos sociétés, et c'est je comprends ce que tu dis par rapport à ces espaces communautaires ou ces espaces vernaculaires qui ne seraient pas des espaces démocratiques. Je crois qu'il faut revisiter. Il y a quelque chose à faire dans notre capacité à regarder. Je ne veux pas dire qu'il y a une forme d'illusion dans nos attentes par rapport, par exemple, à ce que c'est qu'une tontine, comment fonctionne une association communautaire. Mais je vais prendre un autre exemple, on en a un peu parlé hier, le travail communautaire, le travail de champ communautaire, sur la question de la perception du travail. Donc, dans un village, on décide que on va réduire la charge de l'épreuve du travail en allant après dans les champs de tout le monde. Donc, ce que j'ai envie de dire, et ce sont des espaces de protection, c'est des espaces de solidarité, mais c'est aussi des espaces de délibération. Donc la question c'est qu'est-ce que nous regardons quand nous regardons en fait la réalité, qu'est-ce que nous voyons? Moi je crois et je suis d'accord, nous devons faire cet effort, c'est aussi une épreuve scientifique, c'est une épreuve pour nous de réinvestir ces lieux, ces terrains, ces objets à partir desquels vit la démocratie, et je voudrais dire que c'est comme le vin, elle vit, elle ne meurt pas, elle vit dans les communautés. La démocratie, la vie démocratique est dans les communautés, dans les espaces les plus réduits, et c'est dans l'articulation des formes institutionnelles, il en faut, mais aussi précisément dans la vitalité de l'exercice de la liberté, l'exercice de la délibération. Je vais prendre l'exemple de l'arbre à palabre dans les villages ou le corps de garde. L'intérêt du corps de garde, c'est le niveau de représentativité de toutes les strates. Même les enfants peuvent parler. Les enfants peuvent parler au corps de garde. Les femmes peuvent parler, mais bien sûr sous certaines conditions. C'est le fait que ces espaces démocratiques, ces espaces, je dirais, d'en commun, puissent être réinvestis, réhabilités, protégés. À mon avis, c'est dans la revisitation, le réenracinement de toutes ces modalités de construction de notre vie ensemble que nous pouvons peut-être aussi nous en sortir. Je parlais de relationnalité parce que, en réalité, la relationnalité par laquelle le commun est préempté par une minorité, la relationnalité par laquelle les États ne produisent pas du soin, c'est une déconnexion entre les trois piliers. Donc par exemple, c'est une relationnalité coloniale. Cette relationnalité coloniale, c'est une relationnalité de prédation et de brutalité. C'est une relationnalité qui n'est pas orientée vers le soin. Elle est orientée vers le prélèvement, la prédation des ressources, y compris la prédation des corps et la destruction des espaces. Mais dans une relationnalité qui est orientée vers la régénération démocratique, c'est une relationnalité où on donne du soin, et le soin dont je parle, et je suis d'accord, les économistes ont minorisé cette dimension du soin parce que il n'avait pas de valeur économique. Le travail que font les femmes en soutien à la vie dans les familles, dans les communautés, de s'occuper des plus faibles, de s'occuper des plus âgés, de s'occuper en fait de ceux qui sont vulnérables. Et cette conception de ce que veut dire la valeur est complètement effacée, mais en fait elle est effacée par l'économie, parce que on réfléchit en termes de traduction économique de ce que veut dire le travail, la valeur. Vous voyez, donc c'est aussi une refondation épistémique qu'il faut envisager, bien sûr. Je sais que en ce mettant là, elle me porte simplement à dire à Laurent, merci beaucoup pour cet appel à resociologiser les pratiques, au fond, resociologiser les pratiques, refonder la discussion autour de la réalité des inégalités qui s'intensifie en réalité. La question du soin, c'est la question de la distribution du soin.
la distribution très inégale, la question de la sécurité pour un petit nombre et pas pour la majorité en général. Voilà. Merci beaucoup sur vos applaudissements, Madame Machikou. Malheureusement pour le public et les participants, nous n'aurons pas le temps malheureusement de prendre des questions. Donc merci beaucoup à vous, Madame Machikou, ainsi qu'aux distingués discutants pour ces interventions éclairantes. Et vos contributions, je pense, ont permis d'ouvrir un dialogue riche et profond sur la régénération de la démocratie en Afrique, les défis et les perspectives. Nous allons maintenant poursuivre avec la deuxième conférence de la matinée. Merci à vous.